Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Mémoires de l'ufologie francophone, en partenariat avec l'association du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Cette fois-ci, je vous partage une entrevue avec Sylvain Matisse, responsable des blogs Investigation Océanographique et OANI, UFO et Sciences, Paranormal à la Une et la médiathèque de l'ufologie. Il est également enquêteur et auteur. C'est parti pour l'entretien. Je suis actuellement avec Sylvain Matisse, que vous connaissez bien, vous autres ODH Note, auditrices et auditeurs, qui est passé de nombreuses fois sur ODH TV. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ? Bonjour Gilles, très bien, content de te revoir. La dernière fois que je t'ai vu, c'était chez Rémi Fauchereau pour nous présenter ton premier livre. Et là, tu vas nous parler de ton second livre. Ok. Sylvain Matisse, un usologue, peut-on dire usologue pour les OANI ? Bon, après, si je joue avec les mots, bon, moi je préfère dire chercheur indépendant, mais il n'y a rien d'interdit, Gilles. Je veux dire, bon, pourquoi pas. Mais quelque part, pour les gens, les ovnis qui sont en relation et qui plongent dans l'eau, ce sont des ovnis, point. Ils n'ont pas tort, hein, on peut appeler ça des ovnis amphibies. Sauf que moi je m'occupe d'observations aquatiques non identifiées, il y a des choses qui sont indépendantes. Si par exemple on prend des phénomènes navigants sous l'eau et que ça ne sort pas de la flotte, on va être que dans l'élément marin. C'est pour ça que l'acronyme, je l'ai arrangé à ma sauce, hein, observation aquatique non identifiée, ce qui me permet de glisser certains objets volants non identifiés, puisque là on est dans des structures, objets aquatiques non identifiés. Mais ça inclut les phénomènes naturels pour les méprises, hein, comme tu as traité des fois, mais aussi peut-être métaphysiques, voire des choses qui nous dépassent complètement. Ça permet d'avoir une plus large vue et puis d'interprétation suivant les cas. Parce que, hein, tu le sais Gilles, que les cas se ressemblent, mais quelque part, les histoires, il n'y en a pas une qui est pareille. Sur les circonstances, etc., les lieux d'observation, les points d'observation, la sensibilité que les personnes peuvent avoir. C'est vrai que c'est une jungle. Donc, ufologue, ça ne me dérange pas, mais bon, on va être aussi dans le domaine américain, quoi. Pour moi, ça n'a aucune importance. Les gens peuvent redéfinir comme ils veulent. Alors une question de Carole Lozé, donc animatrice de l'émission Zone Parallèle, Radio CJMD 96.9, Radio Lévis, Québec. Pourquoi t'es-tu intéressé aux ONI ? Alors, il faut dire que j'ai plusieurs centres d'intérêt, j'aime les mystères dans sa globalité. Parmi ces mystères, il y a l'espace, bien évidemment, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Et puis après, il y a ces affaires d'OVNI, donc j'ai commencé par là. Et j'aime aussi les mystères dans les fonds marins. Et je me suis rendu compte avec plusieurs personnes, tu en as fait partie aussi, Gilles, Emmanuel également, que l'élément marin, il était concerné par certaines histoires d'ovnis, des réservoirs de paysans vidés dans la cordillère des Andes vers l'Argentine ou des piscines, alors que certains prétendent qu'il y avait des lueurs au-dessus ou carrément des structures qui vidaient la flotte. Il y avait des choses qui rentraient dans la flotte, des choses qui rentraient dans la glace ou en sortaient. Donc j'ai voulu me spécialiser dans le domaine marin, puis je me suis dit qu'est-ce qui pourrait intéresser des êtres venus d'ailleurs d'un autre monde, ou alors si c'est planétaire, donc du fait des êtres humains, quel est l'intérêt d'être dans certaines zones en lien avec l'eau. Est-ce que ce sont pour avoir de nouvelles structures, de nouvelles réalisations? Donc je suis spécialisé tout naturellement sur le milieu marin. J'aurais pu prendre par exemple l'archétype d'un extraterrestre, mais là il aurait fallu que j'ai une formation scientifique par rapport à la gravité, par rapport à la masse de la planète, etc. Puis définir biologiquement, sur un terme biologique en tout cas, de savoir à quoi pourrait ressembler. J'aurais pu faire ça, mais je n'ai pas fait parce que j'aurais été très très limité dans ma formation, tout simplement. Et donc l'environnement marin, j'aurais pu choisir des montagnes. Ça m'a parlé tout de suite puisque j'aime autant les mystères marins que aériens et spatiaux. Finalement, c'est ce qui m'a motivé le plus. Je pense que c'est une histoire de motivation à la base, hein, en plus de la curiosité. Alors sinon, toujours une question de Carole, as-tu été témoin ? Alors en tant que Ouani, non. En même temps, j'habite en Bourgogne, c'est dans les terres. Bon, même si on sait qu'il y a des histoires dans les lacs. Mais OVNI, avant le premier livre, non.
quand le livre est sorti en 2016. Mais oui, j'ai été témoin de deux phénomènes, on va dire. Mais pour moi, ce n'est pas le genre de phénomène que j'attends. C'est carrément qu'on voit la structure, hein, comme certains ont vu, le triangle ou la soucoupe. Je pense que quelque part, quand on est passionné, on a envie d'avoir ce genre de rencontre. C'était plus au niveau lueur. Et donc je n'ai pas eu la réponse. En téléphonant à des aérodromes les plus proches, ils m'ont certifié que c'était pas à eux, à l'heure, et par rapport à la signalisation que j'avais de l'objet, quoi. Et toi, tes recherches OANI, ça en est où? Alors les recherches au niveau des observations aquatiques non identifiées, elles n'avancent pas beaucoup. Ce sont comme les ovnis, hein, on ne va pas se mentir. Nous suivons de près l'actualité. Alors l'actualité, c'est surtout les révélations du Pentagone. Et là, on peut avancer d'une certaine mesure. Ça ne nous dit pas ce que sont ces OANI, qu'est-ce qu'ils viennent y faire, etc. Les questions restent toujours les mêmes, sans réponse pour l'heure. Mais par contre, on se rend bien à l'évidence que l'US Navy était largement impliqué depuis le projet Blue Book, comme beaucoup d'ufologues le savaient, hein, déjà. Simplement, c'est confirmé maintenant au gré d'actualité. Et je pense à l'affaire de Latip, qui a été révélée par Luis Elizondo, et puis publiée par Leslie Keane en 2017, avec cette histoire de la rencontre avec le Nimitz et puis l'USS Princeton. Et ça, pour moi, c'est une véritable avancée au niveau des OANI, parce qu'on parle clairement de choses qui rentrent dans la mer et qui en sortent. On va dire que c'est l'avancée significative. C'est surtout que maintenant l'armée américaine ne le cache plus. Alors certainement grâce à la loi du Freedom of Information Act, le FOIA, et puis à certains éléments déclencheurs quand des gens en parlent, et surtout quand il y a des vidéos qui sont mises en ligne. L'armée ne contredit plus maintenant. D'ailleurs, depuis les vidéos du Nimitz, il y a une circulaire j'en parlerai dans la conférence tout à l'heure, qui est sortie que maintenant, dorénavant, il y aurait peu de publications de ce genre de choses qui doivent appartenir et doivent rester dans l'intérêt général de la marine américaine. Chose qui m'a surprise, puisque en France, les gens ne publient pas. Ils ne mettent pas en ligne quand ils sont sur un bateau de la marine. Il ne doit pas y avoir de publication d'aucune façon. Et là, j'étais surpris quand même que les Américains se sont laissés avoir. Et quelque part, tant mieux pour nous, puisque là, au moins, on peut dire, ils ont avoué qu'il y a des choses en mer, puisque le sénateur du Nevada, Harry Reid, l'a confirmé. Il faut qu'on se préoccupe, parce qu'il y a des technologies qui nous dépassent. C'est peut-être des rivaux. Donc là, c'est un problème qui concerne les États-Unis. Si ce ne sont pas des rivaux, c'est exogène. Et là, c'est planétaire. Donc rien que ça, j'ai envie de dire, c'est du lourd. Mais ce que beaucoup de personnes savaient, mais sans pouvoir argumenter et prouver, quelque part, là, c'est fait. C'est mon avis, hein, ça reste toujours que mon avis. Donc de ce point de vue-là, on a avancé. Mais au niveau de ces structures mobiles qui sont capables de se fondre dans deux milieux aériens et marins, voire même que dans le milieu marin, qui dépassent les manœuvres, les vitesses de nos objets les plus avancés dans nos conceptions humaines, du moins de ce que l'on sait, là, on n'est pas beaucoup en avance. Donc je prospecte effectivement les avancées industrielles et voire militaires. Nous allons vous diffuser un court extrait de sa conférence. J'ai deux règles d'or quand je suis enquêteur. Je ne promets pas de résultats. Pourquoi? Pourquoi je ne prenais pas de résultats? Si c'est reconnu dans un des catalogues, comme je disais tout à l'heure, de l'aéronautique, de l'astronautique, des objets artificiels, armements, etc., ou naturels, j'en ai cité quelques-uns, les bolides, les planètes, etc., si ça ne correspond pas dans ces catalogues-là, je n'aurai pas la réponse. Soit ce sera par manque d'informations, soit parce que ce n'est pas connu. Donc à partir de ce moment-là, je peux commencer à inventer, à raconter des cracks à la personne. Tout au plus, je vais lui dire, on est dans l'OVNI au sens littéraire du terme, ou si c'était dans la flotte, l'OANI, l'objet aquatique non identifié. Donc je ne promets pas de résultat, ça c'est déjà une première honnêteté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas. Mais ça va en avoir une, elle va être quand même déçue, surtout si c'est quelqu'un qui s'intéresse à de la vie potentielle autre que la nôtre. Voilà. Ta conférence vient de se terminer il y a pas mal de minutes, on va dire. Qu'en as-tu pensé? Déjà le public. Ah oui. Ah oui, de mon point de vue. Alors, pour le travail
pour ce que j'ai présenté dans la conférence, c'est aux gens d'évaluer si ça leur a plu ou pas, le contenu, etc. Maintenant, moi, de mon point de vue, effectivement, c'est par rapport au public. J'ai trouvé que le public était connaisseur et actif. Donc, c'est devenu une conférence interactive. Et je veux dire, quel conférencier ne souhaite pas avoir vraiment des participants qui ont des choses à dire sur ce que vous dites vous-même. Parce qu'à partir de ce moment-là, déjà, ça prouve qu'ils écoutent. Et en plus, quelquefois, vous apprenez des choses, ou alors les choses que vous dites sont corroborées. Et ici, c'était vraiment un bon public, moi, de mon point de vue, positif. De mon point de vue, hein, voilà. D'accord. Et comparé à ta conférence de samedi, qui était très chaude, d'après ce qu'on m'a dit, de par la température, laquelle de journée t'as préférée? Alors, au niveau de ma prestation, je préfère aujourd'hui. Ça reste à vérifier quand je verrai les images. Au niveau du public, c'était tout aussi intéressant, donc je n'ai rien à redire au niveau du public. Bon, effectivement, c'était un peu plus éprouvant de par la température, parce que là, c'était vraiment, je crois qu'on était dans les 40 degrés, et c'était assez éprouvant. Donc, d'un point de vue physique, mais bon, on a assumé, et voilà. La conférence était coupée en deux, elle aurait pu faire qu'une, mais avec le concept là que nous avons décidé avec Émile et Marc, les organisateurs, c'était pas plus mal parce que je pense que ça aurait fait sans doute beaucoup trop d'informations pour une seule conférence en 1 heure ou 2 heures. Je pense que les gens auraient décroché. L'avantage de couper en deux la même cible, puisque ça correspond qu'à une partie du livre et qu'à une partie des recherches, avec les zones hotspot, les points chauds. Quelque part, c'est un confort de scinder en deux, pas peur de faire la jonction pour que ces deux conférences ne fassent qu'une. Par rapport à ton livre, la recherche sur les zones, toi, alors tu en es où? Tu as avancé je sais que tu avais le projet Aquasystème aussi. Ça en est où tout ça? Alors, pour le projet Aquasystème, c'est un projet que tu connais, Gilles, puisque tu étais comme moi au cœur des opérations sur ICAT lorsque c'était surtout très très actif à l'époque. Bon, maintenant on est dispersé, et puis c'est chacun dans son coin, parce que le réseau n'est plus actif. Et il y avait le système Webcam OVNI, que tu connais bien, et des spécialistes avaient mis ce concept, qui a même été repris par d'autres depuis. Et je m'appuie sur ce genre de logistique pour la surveillance maritime, ce que nous faisions au niveau surveillance du ciel, voire un combiné des deux. Là, pour l'instant, c'est un projet qui est dans les cartons. Je n'ai pas évolué, faute de financement, etc. Je voulais en tout cas lancer l'idée, et puis le projet prendra forme quand ce sera le moment, et si ce n'est pas par moi, ce sera par un autre. C'était l'histoire de dire ce que les militaires ont, ce que les instituts ont comme l'Ifremer, ce serait bien que le particulier puisse avoir la même chose pour qu'on ait un maximum de données qui soient stockées, enregistrées, puis par la suite analysées par des spécialistes. Ça, c'est le but d'Aquasystème. Donc pour l'instant, il est dans les cartons. D'accord. Au cours de ta conférence, tu as parlé des opérations sur ICAT qui manquent cruellement à l'ufologie. Quand les opérations sur ICAT, officielles, ont disparu, qu'en as-tu pensé? Du gâchis. Du gâchis, parce que comme tu le dis, c'était important. Le réseau prenait de l'importance, du sérieux. Des gens avaient fait d'excellent travail. Tu en as fait partie avec Stratos. Franchement, là, il y avait un cap qui était franchi. J'étais, pour vrai dire, peiné. Parce que je savais ce que ça enlevait. Si je faisais une métaphore, c'est comme s'il me manquait un œil. Parce que, comme tu le dis si bien, l'ufologie, ce n'est pas que visualiser de l'actualité, des infos, par différents médias, Internet, les bouquins, les reportages, etc. Ça doit en faire partie, c'est la partie théorique. Et moi j'aime bien
Bon, tu sais, je suis pratiquant d'arts martiaux. Il y a la partie kata pour les sports de combat et la partie assaut, la partie sportive. Et l'un sans l'autre, c'est pas complet. Et moi, j'aime bien être complet d'une discipline. Alors là, je continue Suricat à titre privé, mais c'est quand même entaché dans le sens qu'il n'y a plus de structure officielle qui gérait bien, pour le coup, l'équipe gérait bien. Il y avait un staff qui était pour moi compétent. Par rapport, c'est toujours proportionnel aux moyens que les gens avaient. Attention, moyens logistiques, mais pas seulement. Aussi les moyens en temps. Quand les gens travaillent, c'est pas évident à mettre en place. Et franchement, l'idée était très très bonne. Et c'est un jour, Suricat reprenait par une personne sous le même concept et qu'il veuille le développer, je l'encourage. Suricat manque, je suis d'accord sur ce principe-là. Après, je ne veux pas jeter la pierre sur ce qui s'est passé. C'est peut-être rien passé de spécial. Moi, j'ai pas eu les tenants et les aboutissants, comment que ça s'est dessoudé l'affaire, enfin, comment que ça s'est dissous. Simplement, voilà, on a eu un communiqué, Suricat s'arrête. Moi, Stéphane m'a dit tu peux garder ton cercle, c'est pas gênant. Même le nom, c'est pour ça que je me suis permis de le garder, Cercle Suricat de Saône-et-Loire. Mais franchement, c'était mieux quand c'était structuré au niveau national avec des rendez-vous nationaux. Ça pouvait toujours s'améliorer le concept, et en équipement, et en planning, etc., voire même des choses inopinées. Pendant la conférence, tu as dit que toi, tu faisais quelque chose d'insolite, les patrouilles Suricat. Oh, j'ai pas dit que c'était insolite, simplement c'est que, c'est que j'ai transformé cela en patrouille Suricat, c'est-à-dire, on s'est fait chasser du Mont Saint-Vincent, Emmanuel l'a expliqué dans la conférence, quand les gens nous ont posé des questions, etc. Bon, voilà, des gens, on les dérangeait, parce que bon, je pense que les ovnis, vous avez peut-être peur qu'on amène des mauvaises personnes sur leur site. Donc du coup, j'ai plus mon centre d'observation. Et tu te rappelles, tu m'as dit, ça c'est génial, Suricat à l'endroit. Tu avais fait des magnifiques photos, et ça c'est clair que c'était bien. Position lumineuse, juste en bas du village, ça gênait pas. Franchement, puis très très peu, quoi. Bon, on a été invité à dégager, en gros. À partir de là, je n'ai plus de trucs fixes, on va dire, où je peux ne pas avoir de problème. Donc, on a transformé ça en patrouille. Alors, par contre, ça limite au niveau du télescope. Parce que, voilà, on ne peut pas planter le télescope sur un terrain sans avoir autorisation, etc. Donc, du coup, c'est jumelles, à l'œil nu, boussole. Et puis maintenant, les iPhones, voilà. Et puis, on fait un circuit campagnard. Et la durée du circuit fait en roulant normalement 1 heure, mais avec des arrêts, bien évidemment, puisque c'est pas faire que de la voiture, on stoppe la voiture, on se pose, qu'il se passe quelque chose ou pas, pour observer le ciel, c'est le but. On s'assoit tranquille, j'ai des fauteuils et tout, voire même des fois j'amène des gâteaux à boire, et puis on discute, et on a le nez au ciel, et c'est de cette manière qu'on fait Suricat. Donc j'ai nommé ça patrouille Suricat. C'est une espèce de ronde dans la nuit, et quand nous en avons marre, quand on est fatigué et qu'Emmanuel, on rentre. Alors maintenant, le truc, c'est que c'est plus médiatisé. Effectivement, les journaux de Saône-et-Loire sont plus dans le coup, même sur les blogs, on ne relaie pas forcément. On le garde à titre privé, et puis voilà. Parce qu'il n'y a plus cette structure où on pouvait communiquer et puis dire, allez, ça on le livre. Maintenant, on se dit, bon, ok, on a vu un bolide, ceci, cela. Bon, ça relève de l'astronomie. Appareil aéronautique, ça ne va pas intéresser les gens. L'OVNI, il n'y a pas assez d'informations, ou bon, c'est qu'une lumière. Bon, du coup, on le garde pour nous, et puis c'est tout. Et puis, si un jour c'était l'OVNI, là, nous verrons à ce moment-là si on diffuse ou pas. Parce qu'après, aussi, on se posera toujours la question de se dire, quand on va révéler ça aux gens, ouais, comme par hasard. Ils ont des blogs, ils ont vu un truc. Donc, il y aurait aussi notre crédibilité qui pourrait dire, il y aurait toujours des gens pour vous ramener comme par hasard, quoi. Ils ont vu un truc, ça les arrange, ça leur fait de la pub pour faire le buzz. Donc, c'est même pas dit encore que ça, on le dévoile au public. Ça ne veut pas dire qu'on ne dévoilera pas à d'autres. Aux gens à qui on a confiance, aux gens qui sont ouverts, et aux gens qui sont surtout sincères. Ça c'est clair. Donc voilà où nous en sommes. Donc patrouille Suricat, c'est notre façon à nous de faire de la surveillance du ciel, mais en étant mobile pour le coup. Non plus sur un seul point fixe. Ce qui n'empêche pas qu'on a des points fixes lors du trajet. Donc on peut garer la voiture, être tranquille.
où il n'y a pas des arbres qui gênent, il n'y a pas de pollution lumineuse, où on ne dérange pas de voisins ou quoi que ce soit. Alors on va parler à présent de ton deuxième livre. Qu'est-ce qu'il y a en plus de ton premier dedans? Alors en plus, j'ai le complément d'enquête de l'affaire de Shak Harbor. Qui complément, c'est qu'il y a... C'est un complément d'information, exactement. Voilà, en plus c'est un complément. Alors, il faut y voir plusieurs choses. C'est une suite logique du premier, dans le sens que je me suis relu dans le premier, et j'ai essayé de voir où c'est que je pouvais avancer par rapport à divers secteurs que je traite dans le premier livre, qui est vaste, puisque ce n'est pas les seuls dossiers ufologiques. Ça concerne l'actualité, et dans l'actualité, il y a des disciplines scientifiques, il y a des disciplines technologiques, techniques, et il y a l'actualité militaire, puisque des fois ça peut dévoiler certaines choses. Donc c'était le travail qui était fait pour ce deuxième livre, me relire, de voir ce qui était infirmé, s'il y en avait, des choses confirmées, s'il y en avait, et puis de voir des compléments d'investigation en pièces additionnelles. Donc le deuxième livre traite de cela, l'affaire de Shak Harbor. Et de cela, j'ai repris. J'avais mentionné l'affaire de Shak Harbor en Nouvelle-Écosse dans le premier livre, mais vraiment en résumant, pour ne pas faire un livre complet là-dessus. Donc le deuxième, j'ai eu d'autres informations en allant sur la Bibliothèque du Canada. Et je me suis dit, c'est intéressant de compléter l'information. Donc là, on a un petit plus. On n'a pas résolu l'affaire pour autant, mais on a un complément d'investigation. Et c'était de valider, alors avec une reconstitution, on va dire, que je suis amusé à faire, qui n'engage que ma reconstitution, que moi. Ce n'est pas une vérité absolue pour autant. Pour moi, c'est ce qui me parle le plus. Pour d'autres, ils diront le contraire, peu importe. J'ai donné mon idée suite quand même à des faits. C'est-à-dire Gary McKinnon qui avait hacké 70 serveurs du Patagone, incluant la NASA, etc., suite aux affaires d'OVNI, qui avait révélé une flotte d'officiers non terrestres. J'avais mentionné ça dans le premier livre. Et dans le deuxième livre, j'avais mentionné que ce n'était pas forcément des officiers extraterrestres qui parlaient comme beaucoup d'ufologues le pensaient, ou que d'autres ufologues pensaient que c'était un désinformateur. Moi j'ai dit, en fin de compte, la vérité peut être entre les deux. Encore une fois, essayons de décrypter le message. Et j'avais annoncé, pour moi, par rapport à d'autres éléments, l'initiative de défense stratégique mise en place dans les années 80 par le président Reagan, en juxtaposant ces données, je me suis dit, les Américains, ils ont une flotte spatiale. Je m'étais risqué à le dire dans le premier livre. Bon, là, je réponds un peu à mes détracteurs qui ont dit, vous n'avez pris aucun risque spatial, ça en était un pour le coup. Sauf que maintenant, c'est facile de le dire, mais n'empêche, moi, je l'avais dit en 2016. La preuve, regardez la date d'édition 2016. Et quand vous faites un livre, il est publié, il existe en produit à une date, à un instant T. Mais vous mettez derrière entre 3 et 5 ans de travail. Donc ça veut dire que le fait, vous l'aviez vu déjà avant. Sauf qu'il apparaît après, puisque un livre, c'est un travail, les corrections, la mise en page, etc. Donc, dans le deuxième livre, par exemple, on a bien vu que, et je l'ai mentionné d'ailleurs dans la conférence, surtout la première, avant, il y a 2-3 jours, là, et puis ramener un petit peu sur le tapis aujourd'hui, que Trump avait désigné maintenant officiellement l'armée spatiale américaine, le 6e corps d'armée, donc qui est devenu un fait. Et je l'ai bien précisé, si Donald Trump se permet de dire que les États-Unis sont en mesure d'avoir une armée spatiale, excusez-moi, mais c'est qu'ils ont la logistique, ils ont les structures, les vaisseaux, les armes, les infrastructures, etc. Il ne va pas annoncer ça au monde en sachant qu'il y a le rival chinois, indien, russe, et puis les rivaux même alliés au niveau commercial européen que nous sommes. Donc ça veut dire que les États-Unis sont déjà en avance. Quand les États-Unis vous annoncent un truc, c'est ça, que ce soit le motoriste Lockheed Martin ou les autres, c'est qu'ils sont déjà au point suivant. C'est comme ça que fonctionnent les États-Unis et je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le démonter. Et ça, bien évidemment, je l'ai mentionné dans le deuxième ouvrage. Et là, on est sur un fait. Donc ça valide une allégation que j'avais fait moi dans le premier ouvrage. Après, pour autant, est-ce que c'est lié aux déclarations de Gary McKinnon et puis à
tous ces programmes d'initiative de défense stratégique IDS voulus par le président Reagan, qu'il a appris dans les années, c'était 1985, je ne me rappelle plus, j'ai lu tout à l'heure, je suis retombé sur les notes de Reagan. Il prétend que ceci existait depuis le début des années 80. Moi je pense que c'est la réalité, et quand on regarde bien, on peut même lier ceci à la rétro-ingénierie. De 1980, remontons le temps à 1950, ça fait 30 ans, donc 33 ans si on prend depuis Roswell, et si on prend depuis Los Angeles, parce que je pense que Roswell n'est qu'un épisode, donc on va dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, de 40 à 80, ça fait 40 ans, et là je pense qu'on est sur de la rétro-ingénierie, sur quelque chose qui à un instant T s'est introduit au sein de notre planète, et les Américains ont chanté ces trucs, ils les ont dézingués, ou alors les trucs se sont cassés la figure tout seuls. On ne saura pas ça par contre, ou pas tout de suite, et je pense qu'ils ont fait de la rétro-ingénierie avec, et ce qui me fait dire que les ovnis d'aujourd'hui sont de maintenant, et dans ces ovnis, il y a cette armée spatiale que Trump dévoile maintenant, et peut-être que les Français, on a aussi nos petits joujoux. Je rappelle quand même que Florence Pavie, ministre des Armées, qu'on appelait ministre de la Défense avant, a quand même validé et renommé l'armée de l'air, qui est devenue maintenant, depuis quelques mois, l'armée de l'air et de l'espace. Maintenant, si les gens pensent que ce sont des bêtises, vous avez Google. Exact. Et pour revenir à ton livre, est-ce que tu t'es intéressé à d'autres affaires d'OANI au Québec? Alors oui, entre autres avec Marc Saint-Germain, qui est la gentillesse à l'époque, il quittait la Q, il venait d'intégrer le MUFON, c'était dans l'air du temps, il était entre ces deux associations. Janie Charlot, qui était responsable du MUFON Québec, je sais qu'elle s'intéresse à ces cas liés à des ovnis avec la flotte, qu'on peut nommer ovnis amphibies, hein, objet volant non identifié amphibie. Moi, quelque part, bon, ça ne me dérange pas, c'est vrai qu'on joue avec les mots. Bon, moi, OANI, parce que j'ai mis observation aquatique, comme je l'ai expliqué, maintenant tu le sais, hein, parce que ça permet d'y mettre les phénomènes naturels, voire les phénomènes métaphysiques, et puis après les objets, donc les structures, qu'elles soient immobiles si c'est dans l'eau, hein, par exemple genre base sous-marine par exemple, et puis les structures mobiles. Là c'est les trucs qui naviguent dans l'eau, qui ne sont pas répertoriés clairement, donc qui du coup sont inexpliqués, et des fois qui sortent ou ils rentrent. Alors là, que dire de la Scandinavie, avec ces choses qui perforent la glace où ils rentrent. Et donc c'était corroboré par Boris Churinov, avec le lac de Korb en Carélie, et qui dit qu'ils avaient eu le même genre de cas en Finlande. Donc voilà, donc le Québec, j'ai envie de dire les zones hotspot, les points chauds que j'ai mis en avant en ciblant la Californie, la Basse-Californie, un peu plus haut en Californie, les Channel Islands, et puis après le cap sur la Floride avec la base Otec, et puis jusqu'en allant jusqu'aux Caraïbes, jusqu'au port de Porto Rico, puis après en passant même par les Bermudes, on a un côté Pacifique, un côté Atlantique. Ce sont des zones à points chauds, des pouponnières à OANI, mais quelque part, je pourrais dire sans exagération que c'est quasiment partout sur la planète. Parce que tous les témoignages, nous ne les avons pas. Et lorsqu'ils arrivent, eh ben, finalement, après, ils s'empilent. Donc, quelque part, on peut dire, oui, mais finalement, là aussi, quoi. En Europe, oui, finalement, en France, en Europe, effectivement, il y a ça aussi, quoi. C'est ce que je me suis rendu compte. Alors là, voilà, j'ai mis le cap pour la conférence, les mers, océans. Mais si on revient au Québec, là, fleuve, lac, ils ont leur lot d'observation, ça c'est clair. Des soucoupes, des triangles aussi, des choses ovoïdes, des tubes. On retrouve, je m'excuserai, mais cette quincaillerie, là-bas, et le Québec est riche en observation, au même titre qu'on pourrait dire aussi l'Amérique du Sud. Hein, avec le Brésil, la Bolivie, la Cordillère des Andes, l'Argentine notamment, où les réservoirs de piscines ou des réservoirs d'eau des paysans, de l'eau a disparu en une nuit, alors qu'on sait que l'eau ne peut pas s'évaporer à une certaine température, que ça aurait été aspiré par des choses lumineuses vues au-dessus, ou carrément même des structures. Ce sont des témoignages. Après, ça vaut ce que ça vaut. Des gens diront ça prouve rien, mais en attendant, on a des cas qui ont été recueillis. Donc on voit bien que l'ensemble de la planète, quels que soient les continents, sont concernés. En Australie, ils ont aussi leurs histoires. L'Antarctique, la mer Baltique, aussi les leurs. Alors le Québec n'échappe pas. C'est aussi une terre riche de phénomènes, alors aériens, et je pense aquatiques, et je pense qu'il y a de quoi faire aussi. Par rapport à ton nouveau livre, donc il est préfacé par Nick Pope,
Comment t'es venu, comment l'as-tu rencontré, comment c'est venu cette préface écrite par lui? Alors Nick Pope, je ne l'ai pas rencontré physiquement, puisque il habite aux États-Unis, maintenant qu'il est à la retraite. C'était des contacts établis depuis 2010 environ, notamment grâce à Emmanuel, voilà, puisqu'elle l'avait dans ses contacts. Moi j'ai dit, bah, tiens, ce serait bien que je te donne mes contacts aussi. Alors je lui ai envoyé mes premiers travaux de recherche à l'époque. Emmanuel a traduit pour que j'envoie en anglais. Après sa réponse en anglais, elle m'a traduit en français pour voir la réponse, etc. Le premier livre, j'ai demandé s'il voulait bien une première intervention, on va dire. C'est ce qu'il a fait, même si ce ne sont que quelques lignes, donc il l'a fait. Je lui ai envoyé un ouvrage, ce qui était le deal quand même, avec une dédicace. Il était content et à partir de là, j'ai pris un petit peu de l'avance, alors que je ne savais pas si j'allais écrire un deuxième livre. Je lui ai dit, si toutefois j'écrivais une suite ou un deuxième livre, est-ce que vous accepteriez de le préfacer? Il m'a dit oui, mais à ce moment-là, vous m'enverrez le manuscrit, quoi. Au moins un large résumé, et puis nous verrons à ce moment-là. Donc ça s'est fait comme ça. Et effectivement, quand j'ai décidé qu'il y aurait un deuxième livre, j'ai pris la balle au rebond, comme on dit, et là je lui ai dit voilà, effectivement, il y a un deuxième livre qui va sortir. Il a dit ok, envoyez-moi vos travaux. Alors voilà, et il a fallu que je me colle de faire une synthèse de ce qu'il allait avoir dans le deuxième livre. Emmanuel l'a traduit, je lui ai envoyé, et en guise de réponse, j'ai eu sa préface. Donc ça s'est fait assez simplement, voilà. Et en parlant de ça, est-ce que tu penses en écrire un troisième? Alors là, ça dépendra de la matière. Tu sais que j'aime bien voir le futur, hein. Oui, exactement. Oui, alors Gilles, le troisième est une possibilité, on va dire, hein. C'est-à-dire que si j'ai de la matière le plus tangible possible, des choses à dire, si possible nouvelles, tant qu'à faire. Après peut-être confirmer ou infirmer, là, toujours sur ce qui était fait sur les deux premiers ouvrages, si ça fait une centaine de pages de ce format, il y aura un troisième livre. Si maintenant ça fait 30 pages, ça se terminera en article, voire j'abandonnerai le projet. Si maintenant ça fait beaucoup plus de pages, ça ne sera pas un problème, ça pourrait faire un troisième, voire un quatrième. Je ne fais pas la course au bouquin. Ça n'a aucun intérêt si c'est parler pour parler. Enfin, écrire pour écrire, hein, c'est la même chose. Il faut vraiment qu'il y ait des éléments importants. Le troisième livre, je mettrai le cap sur l'élément encore plus marin. Et là, on quitterait un peu les affaires ufologiques. Et encore que ça pourrait se croiser. Je suis dans le début de recherche des informations. J'essaierai de voir au niveau des bateaux maudits. Des zones où il y a eu des apparitions fantômes, de ceci, cela. Là, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'on serait carrément dans l'univers marin. Mais alors là, attention, c'est encore beaucoup plus difficile d'avoir de l'information. Est-ce que j'aurai assez d'informations pour alimenter un livre? À l'heure d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais c'est vrai, je le pense, c'est une probabilité. Ce serait bien que je réunisse beaucoup d'informations. On serait dans OANI Compagnie d'investigation, partie 2. Et là, on bifurquerait comme assez largement de l'ufologie. Ce qui ne veut pas dire que ce ne serait pas mis, on ne sait jamais, il peut y avoir des tirs croisés, hein, des fois. Des fois, on peut être surpris. On est sur une recherche purement marin, puis putain, on retrouve un truc de l'ufologie. Tout dépend de ce que je vais trouver. C'est une possibilité. Qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie? J'ai pas vraiment de découragement. Il y a des pics avec des points forts, des points faibles, des choses agréables, des choses désagréables. Ce sont ces batailles. Mais ça, c'est humain. Je pratique les arts martiaux, et quand on regarde les disciplines, c'est l'être humain. Il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre, une discipline meilleure qu'une autre. Et l'ufologie, le sport aussi. Et l'ufologie, c'est l'humain, n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire, il y a des batailles d'ego, il y a des batailles de conviction. Ça n'aide personne. Déjà pas les personnes elles-mêmes qui se bataillent entre elles. Parce qu'elles perdent de l'énergie pour rien, alors qu'elles pourraient se consacrer à la recherche. Elles pourraient voir si elles sont en discorde sur un sujet. Eh bien, au contraire, de regarder où c'est que ça peut être intéressant dans le désaccord avec l'autre, ça les ferait avancer.
Ça, c'est mon point de vue. Et dans le pire des cas, quand vraiment ça tourne mal, ça tourne en procès. Donc en plus, il y a des dommages pécuniaires. Bon, si les gens ont de l'argent à perdre dans des procès pour ce qui est normalement une passion. Rappelons que l'ufologie n'est pas un métier, on est bien d'accord, c'est pas sanctionné par un diplôme reconnu d'État. Et s'il y avait un diplôme reconnu d'État, si je peux recadrer un peu le truc, moi-même tu peux m'enlever l'ufologue, alors que j'ai déjà une bonne base quand même sur pas mal de filières. Parce que ça voudrait dire que tu es spécialiste de l'alliage des métaux, tu es spécialiste de la biologie, de la biochimie, de la chimie, de la biologie cellulaire, unicellulaire, donc au niveau scientifique, que tu es spécialiste de l'astrophysique, de la physique des plasmas, que tu es spécialiste de l'ingénierie. Alors là, on va rentrer dans les systèmes qui volent et ceux qui plongent. Donc aéronautique, aéronaval, naval, avec les modes de propulsion, comment ils peuvent se faire, dans quelle situation, avec quelles circonstances, etc. Météorologie, bien évidemment, climatique. On va rentrer dans plein de domaines. Si on faisait un diplôme sur l'ufologie, simplement sur la base, je crois que ce serait bac plus 8. Hein. Franchement. Hein. En plus, les formules mathématiques, parce que calculer un angle par rapport à un observateur, l'ufologie de base, en degrés, l'élévation d'un objet, comment le mesurer par rapport à une observation, par rapport à une distance, la vitesse, comment l'estimer. Franchement, il y a du taf. Donc, les découragements, moi, ils durent pas, quoi. Ce serait plutôt du blues. Et puis dans ce cas-là, je me réfugie dans une autre discipline, c'est les arts martiaux, ça se remet à l'endroit, loin de tout. Et puis après, tu reviens rafraîchi. Et tu retournes dans l'ombre et tu fais ce que tu es censé faire, ce que tu dois faire. C'est la recherche. Ne pas perdre son temps. Bon là, ok, là je suis en lumière, interview, conférence, il faut passer par là, parce qu'il faut faire connaître ses travaux, pas pour nous. Pour les gens, pour les témoins, n'oublions pas que si on a des comptes à rendre, entre guillemets, c'est aux témoins, aux observateurs. Hein, c'est pour cela qu'on est là, pour essayer que eux se disent c'était ça ou c'est pas ça que j'ai eu, au moins qu'ils savent qu'on les prend au sérieux. Mais déjà que nous soyons sérieux nous-mêmes. Moi c'est ce que j'essaye de faire, je dis pas que j'y arrive, attention, ça c'est autre chose, les gens peuvent me critiquer. Mais moi, à mon niveau, je suis toujours temps fort, temps faible comme en sport. Hein. Il y a des moments où il faut cartonner, on fait le foncier. Et puis là tu souffres, et puis après c'est à un certain niveau, et là tu vas t'entretenir pour éviter la blessure. Donc la surcharge, le burn-out pour certains. Donc ce qu'il faut, c'est temps fort, temps faible. Des fois, c'est dans la recherche, plein pot. Après on a besoin un peu d'évacuer, donc là on va se livrer au public, soit par rapport à un article, soit par rapport à une interview vidéo, soit par rapport à une conférence, soit par rapport aux trois. Ça c'est important. Est-ce que tu auras un dernier message pour les ODH Notes? Continuez de suivre ODH. Voilà, Gilles est le précurseur. Alors bien sûr, je sais qu'il veut bien distinguer ODH. C'est une équipe derrière, hein. Gilles me l'a dit. Mais n'empêche que c'est lui qui l'a créé. Donc il ne faut pas que tu aies honte de cela. C'est tout en ton honneur. Tu as sillonné avec tes moyens la France, quoi. Voilà, tu as subi des attaques, mais aussi des bonnes choses. Tes internautes, ceux qui te suivent, doivent te soutenir. Parce qu'au moins, s'ils te suivent, c'est que quelque part, ça leur plaît ce que tu fais. On ne plaît pas à tout le monde. Et nous, c'est la même chose. On a nos fans, entre guillemets, on a nos détracteurs. Les détracteurs, on les dégage. On n'en a rien à faire. Ils savent tout, tant mieux pour eux. Ils ne nous apportent rien, puisqu'ils ne nous prouvent rien. Donc c'est tout. C'est tout, quoi. Moi, les bagarres, c'est vite vu, quoi. Que ce soit les ultra-sceptiques ou les autres, moi je te dis, les réponses, vous ne les avez pas. Vous nous faites des trucs tout faits, combien même que vous nous démontrez un truc, une vidéo, comme vous le dites, ça se truc. Donc même si vous faites par vidéo, faites ça sur un stade où il y a 20 000 personnes, et nous on sera là. Et là on verra si vous avez truqué ou pas la chose. Je pense notamment au Crop Circle. Donc voilà, c'est tout. Donc quand on veut être con, entre guillemets, c'est facile de l'être. On me dit, les ovnis, tu crois? Non, c'est pas une croyance, c'est un fait. Moi si je fais réponse, vous avez encore vos parents, votre mère, votre père? Oui, vous les aimez? Prouvez-le. Si je vais être con, je dis non, tu m'as pas prouvé. Donc on n'en finit jamais. Voilà, donc il faut avoir un esprit d'ouverture pour les gens d'ODH, pour ceux qui suivent ODH, il faut continuer et voire soutenir. Pour ceux qui le peuvent, et soutenir, c'est pas forcément de l'argent. Hein. Ça peut être par des informations, ça peut être bien pour proposer une idée, ou pour épauler quelqu'un,
ou pour au contraire donner de la matière pour une idée, pour un produit ou un développement. Chacun peut apporter dans le domaine qui lui convient finalement. Puisque nous on a autant besoin de logistique que des gens qui parlent, que des gens qui recueillent, etc. Ça c'est l'aspect intéressant de l'ufologie, c'est que c'est plusieurs disciplines, plusieurs matières. D'accord. Donc ODH, bah oui, il faut suivre, en même titre que LDLN, Lumière de la nuit, la revue de Jean-Louis, l'une des rares qui résiste au fil du temps dans l'ufologie. Moi, je rends hommage aux lanceurs d'alerte, je rends hommage aux explorateurs. Quelque part, nous sommes des explorateurs. J'ai rendu hommage à un célèbre, c'est James Cameron, parce que c'est un milliardaire. Je peux le faire aussi pour le gars de Bigelow Aerospace, les lanceurs d'alerte Snowden, et Luis Elizondo. Ce sont ces gens-là qui font avancer les schmilblick. C'est pas les rares. Alors des fois c'est bien d'avoir... Il ne faut pas tout prendre de travers non plus. Des fois on peut avoir une critique, elle peut être constructive. Mais si c'est pour blesser la personne, passez votre chemin, allez perdre votre temps avec votre voisin, quoi. Si vous voulez vous battre. Donc c'est ça mon message. Unité, solidarité, fraternité, mais au sens propre du terme. Pas de façade. De l'autre tournée, on fait à l'envers. Non. C'est l'humain. C'est toujours l'humain qui... Vous donnez, vous recevez. Si vous donnez du mal, vous allez recevoir du mal, ça c'est clair. Hein. Sans que la personne vous le rende, hein, ça vous reviendra autrement. Et le positif, je crois à l'attraction universelle, hein, le positif, le négatif. Donc si on crée du positif, on reçoit du positif en retour. Peut-être pas de la personne ou du groupe, mais c'est rendu quelque part. Ça marche dans le sens inverse. Tu fais une grâce à quelqu'un ou à un groupe, ben ça va te revenir. Peut-être pas par le même groupe. Donc déjà, lui va se rétracter. Donc déjà, lui, il va essayer de te renvoyer, ce qui est clair. Action, réaction. Mais ça se trouve, c'est pas lui qui va te faire plus de mal. C'est peut-être quelqu'un sur une autre histoire, sur ta vie qui n'a rien à voir. Et là, ça voudra dire que c'est ton comportement qui t'a mis dans cette spirale. D'accord. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions pour ODH TV et pour Zone Insolite. Et puis bah, je te donne rendez-vous à la prochaine interview. Quoi. Oui, puis tu sais que tu es le bienvenu. Oui. Hein, ça, il n'y a pas de problème, hein, tu sais, Gilin. Voilà. Alors des fois, on est occupé, mais on n'est jamais bien loin. On arrive toujours à se contacter d'une manière ou d'une autre. Et si on se croise, ben, on a toujours plaisir à te revoir. Comme beaucoup de personnes, comme les gens d'ici. Si on les revoit, ce sera avec plaisir. Les gens positifs. Ah oui, ils sont sympas ici. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. De rien. Même merci à toi. Hein. Nous arrivons à la fin de cet entretien avec Sylvain Matisse, que je remercie d'avoir répondu à ces quelques petites questions. Cette interview a été réalisée en août 2020 dans le département de l'Aude au cours des conférences du domaine de la Salse. Donc je tiens à remercier également les organisateurs et l'association Histoire et Mystère de l'Aude. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette vidéo, dont les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes séquences des mémoires de l'ufologie francophone, je vous invite à cliquer sur les deux playlists en dessous de cette vidéo, dont sur le compte ODH TV Archives et sur le compte ODH TV 2. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.